Venir ce soir à cette conférence organisée par l'UFE Japon. Donc, Michel Lachaussée, je suis le président de l'UFE Japon. Donc, la conférence de ce soir avec le professeur Guinaud a été organisée par Dominique Rosier, qui est un de nos administrateurs, et qui a proposé donc le professeur et le thème, etc. Donc, je laisse Dominique introduire notre conférencier. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le Président, merci. Bonsoir à tous. Le thème, c'est pas moi qui l'ai défini, c'est le professeur Guinaud lui-même qui l'a déterminé. Mais bon, je vais vous dire quelques mots un peu sur l'itinéraire du professeur Guinaud, que je voudrais commencer par remercier d'être là ce soir et d'avoir bravé les intempéries, et le remercier également de nous livrer ses réflexions. Alors, que peut-on dire sur le professeur Guinaud sans prendre trop de temps? Bon, c'est un intellectuel qui est tombé dans un peu comme Obélix en son temps, mais contrairement à Obélix, il est tombé, lui, dans le bain des idées et le bain de la culture française. Vous allez pouvoir constater qu'il est parfaitement francophone, il est d'ailleurs attaché à la France par des liens familiaux. Je salue ici d'ailleurs les membres de sa famille qui sont parmi nous. Professionnellement, il enseigne à l'université normale de Tokyo. J'ai toujours du mal à prononcer, Tokyo Gakugei Daigaku, qui forme des enseignants pour le système éducatif et universitaire japonais et qui est particulièrement connu pour ses recherches dans le domaine de l'éducation. Le professeur Guinaud est diplômé en littérature de l'université Waseda et il est également docteur ès lettres de l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle à Paris, où il a soutenu sa thèse sur Émile Zola. Et ses travaux sur Émile Zola sont le point de départ en fait de ses travaux ultérieurs, puisqu'il les a consacrés en bonne partie à la place des intellectuels dans la société, que ce soit en France ou au Japon. Il a par exemple suivi de près les travaux du sociologue Pierre Bourdieu, il a suivi les travaux du philosophe Jacques Derrida, et plus récemment, même si ça fait peut-être une vingtaine d'années, il s'est intéressé aux travaux d'Emmanuel Todd, ce sociologue, historien, démographe, économiste, anthropologue, dont vous avez peut-être entendu parler. Et il a même traduit un de ses principaux ouvrages qui s'appelle La diversité du monde, traduit en japonais. Et c'est dans cet ouvrage que Emmanuel Todd expose sa théorie sur les systèmes familiaux, que vous connaissez peut-être, mais que le professeur Guinaud va peut-être nous expliquer rapidement ce soir. Chemin faisant, le professeur a également enseigné à l'Université normale de Pékin. Il a enseigné ici même à l'Institut pendant une douzaine d'années, en faisant des cours sur les médias et sur la philosophie. Et voilà, donc vous constatez que l'énumération de tout ça, c'est un fin connaisseur de la France et de longue date. Et il a prévu de nous parler ce soir de l'Europe et de la France vue du Japon. Avant de lui passer la parole, je voudrais remercier Diane Lagrange, grâce à laquelle cette conférence a pu être organisée. Et je voudrais vous rappeler pour terminer quelques détails pratiques. Cette conférence va durer 45 à 60 minutes. Elle sera suivie de 30 minutes environ de questions-réponses. Donc on essaye de terminer vers 8h30. La conférence est filmée. C'est une première pour l'UFE Japon. Et on pourra retrouver la vidéo, je l'espère, si on arrive à braver la technique sur le site de l'UFE Japon. Et voilà, donc n'oubliez pas de désactiver vos portables. Et je passe tout de suite la parole au professeur Guinaud. Je vous en prie. Merci Dominique, et merci pour cette introduction très, très sympa et qui me fait trop d'honneur. Alors, je suis vraiment heureux aujourd'hui de m'adresser à vous parce que je tiens à vous dire de ce qui me tient à cœur pour la France et pour le Japon.
Et puis, je vous félicite d'être très courageux parce que vous venez ici aujourd'hui dans un temps pareil. Vous êtes quand même assez héroïque. Alors, tout de suite, j'aimerais bien dire une chose suivant laquelle j'aimerais bien organiser cette communication. C'est-à-dire que en ce moment, au Japon, il y a quelque chose qui est en train de casser la société, avec plus d'inégalités, plus de pauvreté, et on n'arrête pas de parler de la nécessité de l'austérité, justement. Alors, il en va de même pour la France, j'ai l'impression. Et en ce moment même, en France, il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui est quand même assez fondamental pour ne pas rater justement la transformation que la France est en train de se faire. J'ai l'impression également en France, vous savez, il se passe quelque chose qui casse la France. C'est ça qui ne me laisse pas indifférent et c'est ça qui m'a motivé à m'intéresser à vous aujourd'hui pour parler de ça. Alors, d'abord, je vais commencer par vous montrer deux graphiques. Attendez. Alors, et ça montre l'évolution du taux de participation aux élections législatives au Japon à partir de 1946 jusqu'en 2017. Alors, on peut constater qu'il y a un taux de participation assez important pendant 30, 40 ans, comme ça. 70, 75, même là c'est 76, 77. Alors, mais là, c'est le moment où la chute du mur de Berlin a eu lieu. Et c'est le camp communiste qui s'est effondré. C'est à partir de ce moment-là que le taux de participation a commencé à chuter et on est là, c'est 52%. C'est-à-dire que la moitié des électeurs ne se dérangent plus pour voter. C'est-à-dire qu'ils sont déçus, ils ont laissé les bras et donc ils se désintéressent complètement des enjeux politiques. Ce n'est pas un phénomène souhaitable. Alors, la même chose se passe. Alors, cette fois-ci, c'est le taux d'abstention, ce n'est pas le taux de participation en France depuis 1948 et jusqu'en 2017. Alors, en tout cas, il y a des bas et des hauts, bien sûr. Mais là, à partir de cette période-là, c'est la fin de la guerre froide, le taux d'abstention commence à monter. Mais de toute façon, cette fois-ci, à la différence du Japon, de façon très régulière. C'est-à-dire qu'on peut supposer qu'il y a des conditions bien stables qui amènent à atteindre les électeurs à se comporter de cette façon-là. Il y a quelque chose de stable. Alors, je vous dis tout de suite que, à mon avis, c'est lié au traité de Maastricht ici, et puis ensuite, à peu près par là, c'est la Constitution européenne qui s'est traduite par le traité de Lisbonne. Alors, c'est dans ces contraintes-là que pose l'Union européenne l'euro. Voilà, l'euro est introduit ici, en l'an 2000 à peu près. C'est dans ces conditions-là que le comportement des électeurs s'est défini de cette façon. Et le désintéressement général qui se manifeste de plus en plus fort. Et pour revenir un petit peu sur le Japon, alors là, ici, il y a un petit mouvement, et puis ça remonte, et puis ça redescend. Parce que là, ici, il y avait un changement de politique, enfin, un changement de gouvernement. On a connu une alternance politique avec l'arrivée au pouvoir du parti démocrate Minshito. Mais tout de suite, c'est une chute libre qui s'est produite. Et de toute façon, c'est le même genre de phénomène qui s'est produit à partir de la fin de la guerre froide. Ça commence à baisser et puis on en est là. Alors, ça c'est pour le Japon
qu'est-ce qui se passe? C'est entre 1980 et 2014. D'abord, cette ligne montre la dépense publique. Dépense publique. Et puis, cette ligne-là, ça montre recette fiscale. Vous savez, recette fiscale. Et puis, ce histogramme, ça montre la somme de la dette publique japonaise. Moi, j'appelle ça un cercle vicieux qui s'installe dans cette période. C'est-à-dire que ici, en 1997, le gouvernement a augmenté la TVA de 3% à 5%. À ce moment-là, l'économie japonaise était déjà fragilisée parce que la bulle avait déjà éclaté. Donc, dans une situation extrêmement difficile et précaire, ils ont augmenté la TVA. Et en plus, ils ont mis en place la politique de restriction des budgets, des dépenses publiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? D'abord, à partir du moment où ils ont réduit les dépenses publiques, donc les recettes fiscales ont baissé, et donc ça a commencé 20 ans de déflation. Et à partir du moment où les recettes fiscales baissent, il fallait emprunter de l'argent. Ça, c'est la dette. Vous savez, il fallait émettre des obligations d'État. Ça augmente. Et puis, au total, vous savez, la dépense publique reste stagne, justement. Alors, donc, vous savez, ça, c'est les trois éléments qui constituent un cercle vicieux qui dure depuis 20 ans au Japon. Et ça continue même maintenant. Et là, ici, c'est 2014. Mais 2014, le gouvernement de Abe a justement augmenté la TVA de 5% à 8%. Ça a justement fait retomber l'économie japonaise en déflation. Ça, 20 ans de déflation, ce n'est pas rien. Alors, pendant ce temps-là, ça, c'est les revenus qui baissent. C'est 1997, quelque chose comme ça. Et la déflation commence à peu près par là. Alors, en l'espace de 20 ans, on a perdu 15% de pouvoir d'achat. Et pendant ce temps-là, au niveau du PIB, ça c'est le Japon. Vous savez, c'est 1996 et 97. Alors, ça baisse, ça stagne, ça remonte un petit peu, mais ça retombe. En tout cas, c'est une stagnation, enfin la déflation qui continue. Et alors que ça c'est les États-Unis, ça monte régulièrement. Et puis, c'est la Chine qui monte presque verticalement. Et pendant ce temps-là, là, c'est l'Allemagne, la ligne verte. Et puis ça, c'est la France. Et ça, c'est le Brésil. En tout cas, ça monte régulièrement. Mais à partir depuis 2008, ça stagne. Mais ce qui est flagrant, c'est que le Japon stagne depuis 20 ans. À mon avis, c'est un échec flagrant des politiques économiques. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au fond de la société japonaise? C'est que ça, c'est le taux de suicide dans le monde depuis 1900. Vous savez, là, c'est l'Allemagne pendant la période de Hitler. Et 33, à peu près 30 personnes qui se suicident sur 100 000 habitants. Et la fin de la guerre froide, c'est à peu près par là, n'est-ce pas? Et juste avant, vous savez, la Hongrie a connu un taux de suicide extrêmement important. Ça vient d'un décalage entre les deux structures familiales, parce que la Hongrie, c'est un pays de la famille souche. Par contre, le communisme qui s'est imposé vient justement de la structure familiale communautaire russe. En tout cas, tout à l'heure, on a parlé justement de ce qui s'est passé en 1997.
qui a mis dans le pays en déflation. Alors, ça fait tout de suite monter le taux de suicide jusqu'au 25, et ça continue. Et récemment, ça commence à baisser un petit peu. Et pendant ce temps-là, par exemple, après la fin de la guerre froide, le taux de suicide de la Russie est monté jusque-là. Et puis, petit à petit, ça s'est resté assez haut, assez important, mais ça baisse comme ça. Et cette ligne, ça représente justement le taux de suicide de la Corée du Sud. Vous savez, en tant que niveau absolu, ça dépasse le niveau de la période de l'Allemagne nazie. Vous savez. Donc on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose de très profond et très, très grave dans la société coréenne. Et il en va de même pour le Japon. Il se passe quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Alors, 20 ans d'inflation et la démocratie. Et comme je vous ai montré, au Japon, c'est des engagements des électeurs qui se sont manifestés. Alors, ça, c'est une face de la médaille, mais de l'autre face, ça veut dire le contrôle de la situation par une minorité puissante. Parce que quand on se désengage de la politique, quand même, il reste des gens qui sont actifs. Alors, j'aimerais bien revenir un petit peu, de façon un peu plus détaillée, et l'évolution du taux de participation aux élections législatives au Japon. Et 1996, ça c'est une date quand même très importante parce que c'était la première élection législative qui ont eu lieu avec le mode de scrutin majoritaire, à un tour. Avant, le mode de scrutin était plutôt tendance égalitaire, c'est-à-dire avec des circonstances à sièges multiples. Donc, dans chaque circonscription, il y avait des sièges, il y avait plusieurs élus. Et, par contre, là, on ne élit qu'un seul député. Alors, tout à l'heure, je vais un peu entrer dans les analyses d'Emmanuel Todd avec les structures familiales. Et on peut dire que ce changement de mode de scrutin, d'un scrutin plutôt égalitaire à un scrutin inégalitaire, marque justement le début de cette période qui est très profonde en ce moment dans le contexte japonais. Alors, 97, ils ont augmenté la TVA et ils ont mis la politique de restriction des budgets. Et donc, c'est là que la déflation commence. Et ça bouge un petit peu. Et après, il y a quelque chose qui fait monter un petit peu le taux de participation. C'est qu'on a senti un mouvement qui permettrait d'avoir l'alternance politique. Donc c'est 2009, le Parti démocrate est arrivé au pouvoir. Mais ce qui est quand même marquant, c'est que c'est dans le gouvernement du Parti démocrate, ils ont inscrit le principe du primaire, de l'équilibre du solde primaire. C'est ce qu'on appelle en anglais primary balance. Donc, c'est une mesure restrictive budgétaire qui est quand même très forte, qui est contraignante, qui a fait justement chuter l'économie japonaise. Alors, au niveau des électeurs, il y a une déception terrible, entre autres à cause de ça, et donc une chute libre. Et là, c'est le gouvernement Abe qui est arrivé. Et là aussi, électoralement, ces deux et trois même élections se sont soldées et se sont traduites par une victoire écrasante du Parti libéral-démocrate,
mais qui manque d'enthousiasme. Vous savez, presque la moitié des électeurs se sont abstenus, et le reste a été justement juste pour soutenir le régime qui était déjà sur place. Alors, j'aimerais bien un peu entrer dans les détails des structures familiales comme modèle explicatif. Alors, c'est un... vous savez, en gros, il y a 4 types de structures familiales en Europe. La France est ça, c'est-à-dire nucléaire égalitaire. C'est-à-dire égalitaire, c'est-à-dire l'héritage se partage à égalité entre les enfants. Et nucléaire, ça veut dire les enfants, les couples, les jeunes couples ne cohabitent jamais, ne cohabitent pas avec leurs parents. Donc ça favorise la mentalité de liberté, si vous voulez. Donc liberté et l'égalité qui sont inscrits dans cette structure familiale. Alors ça, c'est inscrit dans le bassin parisien et puis un peu dans le nord d'Italie et le sud d'Italie et le centre et le sud de l'Espagne et le Portugal. Et puis un petit peu, c'est un peu différent, mais la Pologne et la Roumanie aussi, ils ont tendance, leur structure familiale est relativement proche. Alors, donc liberté et l'égalité. Alors, ce qui s'oppose radicalement à ces valeurs nucléaires égalitaires, c'est la famille souche. La famille souche, c'est là. Et en gros, les pays scandinaves, l'Allemagne, la Suisse, et même en France, dans le sud-ouest et le nord de l'Espagne. Et j'en profite pour vous dire que le Catalogne, par exemple, c'est une région de famille souche. Et donc il y a une tendance quand même assez importante d'indépendance. Alors, et cette structure familiale se caractérise par l'héritage inégalitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul héritier. Il n'y a qu'un seul héritier qui reçoit presque la totalité, la grande majorité du patrimoine familial. Donc la valeur inégalitaire est bien inscrite. Et puis l'héritier unique cohabite avec ses parents. Donc respecter l'ordre qui est déjà établi, respecter l'autorité parentale, si vous voulez. Donc par rapport à la France, aux valeurs fondamentales de la France, c'est exactement l'inverse. Égalité, et la liberté et la légalité, et l'inégalité et l'autorité, autoritaire, si vous voulez. Alors, il y a 2 autres types de structures familiales. D'abord, celui-là, c'est communautaire. Et ça correspond à peu près à cette zone-là, la Russie, la Yougoslavie, et l'Albanie, etc. Et puis le centre de l'Italie. Et même en France, il y a une région où ce genre de... Ce n'est pas tout à fait exactement la communautaire russe, mais une tendance communautaire est repérée justement dans cette région. Donc souvent, là, c'est une région où le communiste avait un score assez important. Et au centre de l'Italie, vous savez, le Parti communiste était quand même assez puissant. Donc c'est lié à cette structure familiale traditionnelle. Et donc l'égalité, ce qui est inscrit dans cette structure familiale, c'est l'égalité et l'autorité. Alors, par contre, là, c'est nucléaire absolu. C'est l'Angleterre, et la côte des Pays-Bas et le Danemark, et puis une partie de la Bretagne. Là, c'est la liberté qui prédomine. Et ils ne s'en occupent pas de l'égalité.
Et donc, l'égalité, ça c'est l'égalité autoritaire et liberté et tout court. Donc, ces deux structures familiales s'opposent comme valeurs fondamentales l'une contre l'autre. Vous savez, communautaire, c'est-à-dire c'est une région où le régime communiste s'est installé dans la première et jusqu'au milieu du XXe siècle. Et le régime de structure familiale nucléaire absolue, c'est-à-dire l'Angleterre et les États-Unis. Les États-Unis, c'est là parce que là, ce sont des Anglais qui sont allés pour construire une société. Donc, les valeurs de ces deux structures familiales s'opposaient à ce forme de guerre froide, si vous voulez. Alors, en gros, ces quatre structures familiales se définissent en fonction de deux axes croisés. L'héritage, égalitaire, inégalitaire, et la cohabitation avec les parents ou pas. Et alors, quand on jette un coup d'œil sur l'ensemble de la planète, effectivement, par rapport à ce qu'il y a en Europe, il y a d'autres comme ça. Mais à l'Extrême-Orient, le Japon et la Corée, c'est un peu comme l'Allemagne, ou bien le sud-ouest de la France. Donc on dit souvent qu'au Japon, les Allemands et les Japonais sont proches, ou bien se ressemblent. On se demande pourquoi, mais effectivement, à partir de ces analyses de structure familiale, on peut repérer certains traits similaires. Donc à la limite, on peut dire que les Allemands, ce sont des Japonais européens. Alors, donc, en tant que valeur fondamentale, la France est exactement le contraire de l'Allemagne. Ils ne sont pas pareils. On sait très bien que les Allemands ne se comportent pas comme des Français, les Français ne se comportent pas comme des Allemands. On est humains, égaux, mais on ne se comporte pas de la même manière. Alors, les comportements électoraux sont étroitement liés au type de structure familiale. Là, je vais essayer de vous parler d'un certain nombre d'exemples pour la France. Ça, c'est une carte d'Emmanuel Todd qui montre la répartition des structures familiales différentes. Alors, en gros, cette partie-là, ça, c'est des zones de structure familiale inégalitaires, comme l'Allemagne, inégalitaire. Par contre, là, c'est égalitaire, là aussi, égalitaire. Et au moment de la Révolution française, ces parties étaient contre-révolutionnaires. C'était un espace contre-révolutionnaire. Et alors que cette partie-là, des régions égalitaires, étaient pour la révolution. Pour la révolution. Il y a quelque chose de très profond qui se manifeste comme ça à travers des choix politiques, même économiques, culturels. Alors, ça c'est la carte des répartitions des votes lors des élections présidentielles de l'année dernière. Alors, cette partie, ce sont des parties où le candidat Macron est arrivé en tête. C'est pas il a obtenu une majorité. Non, il est arrivé simplement en tête, ces régions. Par contre, là, des blue marines, des noirs, ça c'est le candidat Le Pen qui est arrivé en tête. Et les régions, enfin les partis bleus, ça c'est Fillon qui est arrivé en tête. Et puis là, c'est Mélenchon qui est arrivé en tête. Alors, tout à l'heure, on a vu un peu cette partie était communautaire. Donc, on peut comprendre d'une certaine manière un peu le bon score de Mélenchon dans cette région. Alors, en gros, tout à l'heure, lors de la Révolution française, la France a été divisée en deux, entre les régions égalitaires et les régions inégalitaires.
Là, cette fois-ci aussi, c'est divisé en deux. C'est inégalitaire et puis égalitaire. Alors, je vous rappelle que le candidat Macron était européiste. Par contre, le candidat Le Pen était eurosceptique ou bien eurocritique, quelque chose comme ça. Donc, eurosceptique, eurocritique, c'est une manière, c'est un comportement qui n'accepte pas la valeur ultranationale, qui n'accepte pas la valeur qui vient de l'extérieur du pays. Par contre, ici, à partir du moment où ils ont soutenu comme ça un candidat européiste, ça ne les gêne pas de se soumettre à une valeur ultranationale, européenne, etc. Alors, ces comportements électoraux ne se déterminent pas uniquement par les structures familiales, bien sûr. Mais il faut regarder justement ce qui s'est passé un peu plus récemment. Là, c'est la carte de l'industrialisation de la France en 1968. En 1968. Cette partie était bien industrialisée dans les années 60, mais 40 ans plus tard, toute cette industrie a disparu, si on peut dire. En l'espace de 40 ans, un changement radical s'est produit sous forme de désindustrialisation, c'est-à-dire plus de chômage, plus d'instabilité sociale, plus d'inégalité et plus de pauvreté. Donc ce qui est flagrant, c'est rien qu'en l'espace de 40 ans, la France a été frappée par un phénomène extrêmement grave. Ce qui explique justement ces comportements, enfin le résultat au moins de ces deux candidats. C'est-à-dire cette partie a été bien industrialisée, mais par la suite désindustrialisée ces 30-20 dernières années. Par contre, ici, la désindustrialisation n'a pas touché aussi profondément. Alors, pour voir un peu le constant de lien entre le comportement électoral et les structures familiales, on peut regarder un peu ce qui s'est passé au moment du référendum sur le traité de Maastricht. Alors, à l'époque-là, les grands médias n'arrêtent pas de dire que l'Europe, c'est la paix, la croissance et la solidarité. Donc, il y avait beaucoup de gens qui s'attendaient à ce qu'il y ait un écart énorme. Mais le résultat, c'est que l'écart n'était pas si énorme. Et oui a gagné avec 51%, non 49%. Alors, ce qui est flagrant, c'est que tout à l'heure, cette partie, c'était inégalitaire. Cette partie-là, c'est égalitaire. Alors donc, les partis inégalitaires étaient disponibles pour se soumettre à une valeur extranationale, ultranationale, par exemple à l'Église catholique, ou bien la monarchie européenne, etc. Par contre, ces partis égalitaires ont refusé justement ce genre de situation. Alors donc, on peut repérer en gros en filigrane un peu le même type de comportement entre ces régions inégalitaires et ces régions égalitaires. Alors, après, avec l'Union européenne, l'euro, si vous voulez, libre circulation des capitaux, des marchandises et des hommes, apporter des événements quand même assez marquants, c'est-à-dire délocalisation, fermeture d'usines, désindustrialisation, plus de chômage, évasion fiscale des multinationales. Alors, tout ça ont marqué la société, l'esprit des Français. Et donc, au moment du référendum de 2005 sur le traité de la Constitution européenne, ils ont
cette fois-ci, plutôt massivement dit non. Oui, 45%. Alors, les répartitions, en gros, ça reste à peu près le même, mais les régions qui ont voté justement oui pour le traité de Maastricht ont voté cette fois-ci non. Mais ce qui est constant, c'est que l'Alsace est la capitale, et puis là c'est Lyon, et la Bretagne, ils ont voté plutôt pour la Constitution européenne. Donc on peut constater qu'il y a quand même un constant. Alors, donc les structures familiales jouent un rôle quand même extrêmement profond dans le comportement des gens, soit en termes de politique, en termes d'économie, en termes de liens sociaux. Alors maintenant, on revient au Japon. Le Japon, où la structure familiale et le mode de scrutin ne se contrebalancent pas. Alors tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu du changement du mode de scrutin qui a eu lieu au Japon en 1994. La loi est passée en 1994. C'est en 1996 que les premières élections législatives ont eu lieu avec ce mode de scrutin majoritaire. Alors, je vous signale qu'il est très important, d'un point de vue des analyses de structure familiale, qu'il y ait un facteur dans la société comme règle qui permet de contrebalancer la valeur profonde de la société. Alors, en ce qui concerne les modes de scrutin, en gros, on peut séparer, on peut dire qu'il y a deux façons de faire, c'est-à-dire majoritaire, c'est un seul héritier. Dans un certain sens, c'est-à-dire c'est un héritier unique, donc inégalitaire. Et proportionnel, c'est égalitaire. Alors en France, vous savez, la France a traditionnellement toujours utilisé un mode de scrutin majoritaire. Mais majoritaire, c'est inégalitaire. Sauf sous le 4e République. Alors la France, en tant que société égalitaire, a adopté un mode de scrutin égalitaire sous la 4e République. Le résultat, c'est qu'il y avait quand même pas mal d'instabilité politique. À la limite, c'était trop égalitaire, trop libre, si vous voulez. Alors du coup, sous la 5e République, ils ont repris le scrutin majoritaire à 2 tours, c'est-à-dire un mode de scrutin inégalitaire, dans le sens d'un héritier unique qui reçoit la totalité de la responsabilité d'une circonscription. Alors donc maintenant en France, il y a un bon équilibre à mon avis, un bon équilibre. Et au Royaume-Uni, c'est une société extrêmement individualiste, libre. Il n'y a que la liberté qui prédomine là-bas. Ils s'en fichent solennellement de l'égalité, de la valeur d'égalité. Alors donc le Royaume-Uni, en tant que société et individualiste, adopte un scrutin uninominal majoritaire à un tour, c'est-à-dire très inégalitaire. Même pas à 2 tours comme en France. Vous savez, donc ça permet d'éliminer la diversité d'opinions pour en sauvegarder les principales idées, des idées principales. C'est pour éviter qu'il y ait une dispersion trop importante. Donc, on peut constater qu'il y a un équilibre entre la valeur de la société et la valeur contraire du mode scrutin. Comme ça se contrebalance. L'Allemagne, c'est pareil. L'Allemagne, c'est une société comme le Japon, inégalitaire, autoritaire, et il utilise toujours un mode de scrutin proportionnel. C'est ça qui lui permet d'avoir un équilibre. Alors au Japon, par contre au Japon,
la société japonaise est une société inégalitaire, mais ils sont passés, et le Japon est passé au mode de scrutin majoritaire à un tour. À un tour, c'est-à-dire comme l'Angleterre, c'est extrêmement inégalitaire comme mode de scrutin. Par contre, avant 1994, on utilisait justement ça, c'est-à-dire un mode de scrutin avec des circonscriptions à sièges multiples. C'était plus ou moins égalitaire, parce que dans chaque circonscription, il y avait plusieurs sièges. Donc comme ça, on voyait des députés de plusieurs courants différents. Alors, ce que j'aimerais bien souligner, c'est que le Japon actuellement est dans une situation politique qui n'est pas tout à fait normale. C'est-à-dire c'est le scrutin majoritaire inégalitaire qui renforce les traits inégalitaires de la société japonaise. Ça bloque les choses. Ça bloque les choses. Alors que j'ai résumé un peu comme ça, le Japon de type famille souche autoritaire inégalitaire, héritier unique, est passé en 1994 à un mode de scrutin inégalitaire. Ce basculement renforce certains traits de la famille souche. La politique déflationniste s'inscrit dans ce contexte. Donc ça ne bouge pas, vous savez. Le fait que la déflation continue 20 ans n'est pas rien par rapport à ce manque de contrebalance qui peut se faire entre la valeur fondamentale de la société et la nature du mode de scrutin. Alors, c'est dans ce contexte-là que la déflation continue au Japon. Et puis, depuis 2013, mais le gouverneur Abe est arrivé au pouvoir en décembre 2012. Mais la politique de Abe commence en pratique en 2013. Alors, il a présenté un projet justement de politique économique qu'on appelle Abenomics. Et le discours de façade de Abenomics était chercher à réaliser un taux de croissance nominal de 3%. En tout cas, c'était un projet qui avait l'air assez keynésien. Ce qu'ils ont fait, c'est quantitative easing, un assouplissement massif. Et puis, ils ont parlé justement de l'investissement public substantiel. Et puis, incitation à l'investissement privé. Donc, pour relancer l'économie, il faut que le gouvernement investisse et après, ça va revenir. C'était ça un peu l'idée de Abenomics. Par contre, ce qui s'est passé en réalité, c'est simplement qu'ils ont mis en place une série de mesures néolibérales déflationnistes qui avaient pour fonction de perpétuer la déflation. C'est-à-dire le quantitative easing. Ça, ils ont fait. Ça continue, même maintenant, comme en Europe. Et puis, au lieu d'investir de façon substantielle, ils ont mis en place restrictions budgétaires, primary balance, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis augmentation de TVA, réduction de l'impôt sur les sociétés. Et tout ça, ce sont des mesures déflationnistes. Et dérégulation, privatisation des services publics et travail étranger. Et donc, il y a tous les éléments qui constituent une politique déflationniste. Alors, qu'est-ce qui a apporté l'Abenomics au Japon? Alors, lui, il est arrivé là, en décembre 2012, et puis il a sorti l'Abenomics, et il a fait le quantitative easing, donc ça a fait monter un petit peu. Mais là, du coup, en 2014, ils ont augmenté la TVA, ce qui a fait basculer tout de suite la tendance qui était un peu ascendante. Et donc là, maintenant, c'est même négatif comme
comment on dit, GDP deflator. C'est un taux de croissance des prix, vous savez. Alors, attendez, et ça c'est croissance nominale, voilà, ça c'est taux de croissance nominale, c'est ça. Et ça c'est taux de croissance des prix, si vous voulez. Alors, donc on n'investit pas suffisamment au Japon. Ça ne date pas de l'Abenomics. Alors ça c'est entre 1996 et 2012. Et par rapport au niveau de 1996, le Japon baisse comme ça. Et là, c'est 47%. 47%. On manque d'investissement terriblement. Et l'Allemagne, ça stagne. Effectivement, moi, j'ai entendu dire qu'en Allemagne, sur les Autobahn, vous savez, il y a des endroits qui sont complètement dévastés. Et puis, par contre, là, ça c'est le Canada, l'Angleterre, la Corée, les États-Unis, la France, l'Italie. Vous savez, la France, c'est 165% par rapport au niveau de 1996. Donc, le Japon n'investit pas suffisamment. Le gouvernement n'investit pas suffisamment. Pourquoi? Pourquoi, justement? Et ensuite, ça c'est pour la recherche, l'investissement pour la recherche qui est fondamental pour améliorer la productivité. De ce côté-là, aussi le Japon est en bas vraiment, par rapport au niveau de 2000, on est simplement à 106%. 106%. Par contre, là, ça c'est la Chine. Ça c'est, comment dire, 11 fois plus important. Et la Corée, c'est qu'à 474%. Et puis là, c'est les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre. C'est 160, 150, quelque chose comme ça. Mais par rapport au Japon, quand même, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Donc le Japon n'investit pas suffisamment. Alors, ça fait partie justement un peu des idées principales de ce qui a été mis en pratique par Abenomics, contrairement à son discours de façade, qui était keynésien, de type keynésien. Alors, pour ajouter ça, effectivement, vous savez, ça, c'est le moment où le gouvernement est arrivé au pouvoir. Alors, ils ont commencé à faire appel massivement aux travailleurs étrangers. C'est net. Donc, c'est un peu comme, on peut dire que le Japon a pris sa décision de suivre le chemin de l'Allemagne. Alors, on en est où à ce moment-là? Ça représente un nombre d'immigrés entrés en 1995 par pays. Vous savez, en tête, c'est l'Allemagne. Ensuite, c'est les États-Unis. Les États-Unis, ce n'est pas étonnant, c'est normal. Et puis l'Angleterre, c'est ça, et le Japon, et la Corée. Mais après le Brexit de l'Angleterre, ça c'est en 2015. Donc 2016-2017, je pense que la place a été changée. L'Angleterre est arrivée soit en 4e, en 5e. Par contre, le Japon est en 3e place, au nombre d'immigrés entrés en une année. Alors, c'est ça l'Abenomics en gros. Au lieu de faire des politiques économiques de type keynésien pour relancer l'économie avec des investissements, ils ont fait exactement le contraire. Alors, maintenant, pour voir un petit peu ce qui se passe en Europe, moi, j'ai la forte impression que ce qui se passe là-bas correspond à ce qui se passe ici. Avec système UE, euro, traité européen, libre-échange. Vous savez, la BCE a commencé le quantitative easing, c'est en 2015, je crois. Et par contre, avec des traités européens,
il y a des contraintes énormes qui s'imposent et qui sont souvent bien comment dire, mises en valeur par ce qu'il appelle la GOPE, c'est-à-dire Grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne. Alors ça représente une série de mesures déflationnistes. Mais c'est un rapport, c'est une espèce de recommandation, mais en réalité c'est de directive qu'il publie chaque année. Alors en gros, il y a vraiment des mesures déflationnistes. Réduction du déficit de la dette, réduction des dépenses publiques, privatisation de services publics, dérégulation, par exemple le loi travail El Khomri, ça venait directement de cette de GOPE. Et puis réduction du coût du travail, réduction du système d'assurance chômage et augmentation d'impôts pour les particuliers et réduction d'impôts pour les sociétés. Donc j'ai la forte impression que ce qui se passe ici au Japon se passe également là-bas. Et la différence par rapport au Japon, vous savez, là, avec le système, Union européenne euro, qui est une grosse machine, et la France a perdu sa souveraineté démocratique parce que pas de souveraineté monétaire. Et en plus, à partir du moment où la France fait partie de la zone euro, la France n'a pas de souveraineté monétaire. Ça, c'est une situation quand même très, très délicate. Alors, la situation telle qu'on peut la voir avec toutes ces traits, toutes ces choses, qui est plein de problèmes à mon avis. À ce moment-là, il y a un pays qui a justement refusé d'aller avec. C'est l'Angleterre. Alors, le 23 juin 2016, ils ont organisé un référendum sur l'appartenance de l'Angleterre à l'Union européenne. Ils ont dit non, 50%, et 40% ont dit oui. Alors là, il y a quand même quelque chose de très profond. C'est-à-dire, enfin, dans la structure familiale, d'un point de vue de la structure familiale, ce qui est évident, c'est que là, c'est la partie nucléaire absolue. Et l'Écosse, c'est la famille souche, comme l'Allemagne, comme le Japon. Et l'Irlande du Nord aussi. Mais là, il n'y a pas que ça. Justement, l'Angleterre a voté non pour l'appartenance de l'Angleterre à l'Union européenne, majoritairement, sauf des endroits particuliers, c'est-à-dire la capitale Londres. Et puis là, ça c'est Cambridge, quoi. Et ça c'est Oxford. Et puis, attendez, ici, quelque part, ça c'est York. En tout cas, les endroits où il y a quand même beaucoup de gens qui sont, comment on dit là, qui profitent du système actuel, ont voté oui pour l'appartenance à l'Union européenne, mais le reste de l'Angleterre a voté non. Alors, et au moment du Brexit, du vote du Brexit, du référendum sur le Brexit, alors il y avait toute une série de campagnes anti-Brexit qui a été organisée en disant que si l'Angleterre sort de l'Union européenne, ce sera tout de suite une catastrophe majeure. Et tous les responsables politiques de l'Union européenne ont dit ça, et puis l'FMI, et puis même le président des États-Unis, Obama, s'est déplacé pour dire la même chose. Mais résultat,
ils ont voté non pour l'appartenance de l'Angleterre à l'Union européenne, mais la situation qui s'est passée par la suite n'est pas si tragique que ça. Vous savez, ça c'est le Purchasing Managers Index, c'est-à-dire le degré d'optimisme d'un panel d'acheteurs professionnels par rapport au Brexit. Entre le Brexit, enfin le vote a eu lieu à peu près là, et puis ça monte. Il y a de moins en moins de chômage aussi. Et donc c'est quand même le contraire de ce qui a été dit, qui se passe. Alors, au niveau, à ce moment-là, du taux de chômage, par exemple, pour regarder ce qui se passe en Angleterre, ça c'est l'Angleterre. Déjà, ça avait commencé à baisser, mais ça continue de baisser. Et par contre, la France, c'est là. Ça stagne à un niveau assez haut. Mais par rapport à la France, l'Italie, c'est encore pire. Et ça, c'est l'Union européenne, l'ensemble de l'Union européenne. Le taux de chômage baisse quand même, mais la France reste à un niveau quand même assez important. Alors, les pays membres de l'Union européenne se trouvent quand même dans une situation assez délicate, sauf peut-être pour l'Allemagne. Ça, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne a une place quand même assez singulière dans l'Union européenne et surtout dans la zone euro. Parce qu'il y a des effets de l'euro qui sont très favorables pour l'Allemagne. Alors, c'est-à-dire que très simplement, l'euro est trop cher pour des pays comme la France, l'Italie, l'Espagne et la Grèce, mais très avantageux pour des pays du monde comme l'Allemagne et les Pays-Bas. Vous savez, comme ça, alors on peut regarder un peu ce dont on a parlé tout à l'heure avec les structures familiales. Et des sociétés égalitaires et individualistes ont tendance à profiter de la vie, pas comme ils refusent de se comporter comme les Allemands. Les Allemands sont quand même plus efficaces collectivement pour je sais pas, réaliser un projet collectif, mais pas forcément, c'est un point fort pour les Français. Mais la grandeur de la France est ailleurs, en tout cas. Et ça, c'est un des effets de l'euro. Mais en plus de ça, vous savez, l'euro est une accumulation, enfin, est une série d'euros émis par les banques centrales de chaque pays membre de la zone euro. Mais le taux de change est fixé à 1 pour 1. Donc, c'est fixé. Donc, il n'y a pas de possibilité d'évaluation pour la France. Et la zone euro est en croissance faible et quasi déflation. Ça, c'est un constat quand même qu'on ne peut pas ignorer. Et en plus de ça, la France, malgré le fait que l'euro n'est pas avantageux pour elle, il ne peut pas se référer à la dévaluation. Ce qui a été fait à plusieurs reprises pendant les 30 glorieuses dans les années 50, 60, 70. Et entre autres, vous savez, il y a une exigence de moins de 3% de déficit pour maintenir la stabilité de l'euro. Et ça incite justement à imposer une politique très déflationniste. Alors, l'euro est arrivé ici, 2000, un peu, quelque part par là. Et c'est l'Allemagne qui gagne, bien sûr. Et la France est là. Ça baisse, baisse, baisse. Et puis, ça, c'est l'Italie. Ça, c'est l'Italie et c'est l'Espagne. Avant l'introduction de l'euro, l'Allemagne souffrait justement de la réunification du pays. Mais c'est l'euro, structurellement, lui a permis de monter de cette façon-là.
C'est-à-dire tout simplement leur productivité est meilleure que les autres, tout simplement. Mais à ce moment-là, il fallait qu'il y ait une dévaluation de la part de la France, de la part de l'Espagne, de la part d'Italie. Mais à partir du moment où ils font partie de la zone euro, dont le taux de change est fixé, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Donc ça, c'est les effets. Ah oui, ça, c'est la balance de paiement de pays, n'est-ce pas? C'est export, import. Donc il y a un déséquilibre extrêmement important. Alors ça, c'est le taux de chômage. En gros, ça, c'est l'Union européenne. Ça, c'est la zone euro. Quand même, la zone euro est pénalisée par rapport à l'ensemble de l'Union européenne. Parce que c'est fixé, le taux de change. Alors ça, c'est la France avec 100 l'euro 1997-2016. Ça, j'ai pris ça dans un article de Jacques Sapir, l'économiste, si vous voulez. Alors, ça, c'est ce qu'on a constaté aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Mais 100 euros d'après lui, vous savez, il y aura moins de chômage. Et d'après lui, par exemple, si on sort de l'euro, la France aura, en l'espace de 2 ans, moins de à peu près 2 millions de chômeurs. 2 millions de chômeurs. Ça correspond à peu près à cet décalage. Ça c'est 4,5 millions de chômeurs. Et ça, c'est 1,5 million. La différence, c'est ça, l'écart. Ça peut varier, bien sûr, en fonction des données. Alors, donc, la zone euro n'est pas si bien organisée. Mais ce qui se passe en France, vous savez, et comme le gouvernement Abe a pris sa décision de faire appel aux travailleurs étrangers pour justement maintenir une pression à la baisse du salaire. Vous savez, en France, on peut constater en 2017, l'année dernière, 516 000 travailleurs détachés qui sont arrivés. Mais ce chiffre est quand même extrêmement important et le taux de croissance est quand même flagrant. Et ça, c'est 2007, 2008, quelque chose comme ça, c'est 69 000 travailleurs détachés. Par contre, en l'espace de 10 ans, vous savez, ça c'est monté jusqu'à moitié de 1,5 million de travailleurs détachés. Alors, la présence des travailleurs détachés permet justement de maintenir le bas niveau de salaire en France. Ça ne profite pas aux habitants, ça profite bien sûr à certains types d'entreprises. Alors, là maintenant... Attendez. Ah oui. Là, c'est ce qu'on appelle target de balance. Ça représente des transactions entre les pays de la zone euro. En gros, vous savez, ça c'est l'Allemagne. Il y a à peu près là, cette année, enfin en fin de 2017, 900 milliards d'euros sont arrivés en Allemagne. Et principalement de l'Espagne et de l'Italie. Ça montre les divergences entre les pays et puis ça montre manque de confiance des investisseurs pour l'euro. Donc on peut dire que l'euro ne va pas survivre dans ces conditions. C'est très, très grave à mon avis. Alors, tout ça, on peut constater qu'il y a beaucoup de problèmes autour de l'Union européenne, de l'euro, mais pour ce qui concerne le débat public autour de cette question, j'ai l'impression qu'en France, il ne se passe pas grand-chose. C'est le pluralisme d'opinion qui manque terriblement. Alors on est un peu dans un rêve
dans un rêve qui a été vendu depuis ces 20 dernières années. Alors, je vous rappelle, enfin, j'ai choisi, j'ai trouvé un certain nombre de citations. Vous savez, ça c'est Michel Rocard qui a dit en 1992, juste avant le référendum pour le traité de Maastricht. Alors lui, il a dit, Maastricht constitue les 3 clés de l'avenir. La monnaie unique, ce sera, ce sera moins de chômeurs, plus de propriété. La politique étrangère commune, ce sera moins d'impuissance, plus de sécurité. Et la citoyenneté, ce sera moins de bureaucratie et plus de démocratie. Bonjour. Alors, 5 ans plus tard, c'est Jacques Attali qui affirme ceci, en plus en face de Marie-France Garand, qui est eurocritique. Alors, Jacques Attali a dit, lorsque le traité de Maastricht sera appliqué, il est évident qu'il y aura une très forte croissance qui en découlera, car nous aurons un grand espace économique avec une monnaie unique. Insensé. Alors, 2005, juste avant le référendum sur la Constitution européenne, Nicolas Sarkozy a affirmé ceci au Conseil national de l'UMP. Nous n'avons pas le droit, nous les Français, de dire non à l'Europe. Quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve, on n'a pas le droit de dire non. Alors, il y a quelques années, c'est 10 ans plus tard, en 2015, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a affirmé ceci. Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Pas de démocratie dans l'Union européenne. Par contre, Michel Rocard a dit plus de démocratie. Quel décalage! En tout cas, depuis 25 ans, il se passe quelque chose en France, en Europe, qui, à mon avis, est en train de casser quelque chose. Alors, à propos du débat public, Professeur, excusez-moi, le temps passe. Oui, c'est vrai. Alors, et c'est simplement pour dire qu'il y a quand même, dans la campagne électorale des élections présidentielles de l'année dernière, il y avait des divergences d'opinion. Alors, Macron européiste, finalement européiste, et Hamon aussi européiste. Par contre, Le Pen, eurosceptique, eurocritique, et Jean-Claude Mélenchon, eurocritique, et Nicolas Dupont-Aignan, eurocritique, et surtout François Asselineau, qui est eurocritique. Enfin, lui, il propose justement de sortir de l'Union européenne et de l'euro, très clairement. Alors, toutes ces variations d'opinion différentes ne se répercutent pas dans les médias français. J'ai l'impression que les médias, les grands médias audiovisuels et écrits sont complètement verrouillés par quelque chose qui ne va pas. Alors, en Angleterre, ils ont voté pour le Brexit, mais il se passe quelque chose qui ne me laisse pas indifférent. C'est-à-dire qu'en 2005, en France, on a voté non pour la construction européenne. Mais 2 ans, 3 ans après, le même contenu est sorti sous forme de traité de Lisbonne. Alors c'est un recul énorme qui a été organisé par les politiques, par la classe politique. Alors, ce qui se passe en ce moment en Angleterre, ça me fait penser à ça. Ils ont voté non, ils ont voté pour le Brexit, mais la classe politique est majoritairement européiste. Ce qui fait qu'ils sont en train de tout faire pour faire reculer justement le vote populaire pour le Brexit. Alors, ça c'est Boris Johnson, actuel ministre des Affaires étrangères, Michael Gove, ancien ministre de la Justice, et puis Jacob Rees-Mogg. C'est une étoile montante peut-être de l'Angleterre. Voilà, je vous remercie. Et donc, ce qui se passe en ce moment au Japon correspond à ce qui se passe là-bas. Donc, il y a quelque chose qui est très marquant et qui est en train de se faire. Et j'aimerais bien qu'on fasse
que les enfants et les petits-enfants de nos amis japonais et français ne continuent pas de vivre ce genre de situation. Je vous remercie. Ogino Sensei, domo arigatou gozaimashita. La parole est à la salle. Qui veut ouvrir le bal des questions? La première question est toujours la plus délicate. Et bon, s'il n'y en a pas, je vais essayer d'en poser une, en attendant que la salle se réfléchisse un peu. Ce qui m'étonne un peu dans votre présentation, c'est que bon, on a l'impression que, pour reprendre les systèmes familiaux, que en définitive, à l'heure actuelle, c'est la famille souche qui l'emporte, puisque la famille souche en Europe a tendance à imposer plutôt ses valeurs. Et que parallèlement, donc, comme au Japon, on se retrouve dans une situation déflationniste, ou en tout cas avec des tensions déflationnistes. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre cette structure de famille souche et la déflation? Ou est-ce que la déflation est inhérente à la famille souche? Je pense qu'il faut dire que rien n'est inhérent à telle structure familiale. Mais simplement, ça montre simplement une certaine tendance. Alors, ce qui se passe au Japon, pour expliquer un peu ce qui se passe au Japon, effectivement, j'ai pas parlé d'une chose qui est de quelque chose d'autre qui est important, c'est-à-dire une soumission idéologique aux États-Unis, à mon avis. Je pense que le modèle américain est considéré comme un bon modèle. Donc, juste tout de suite après la chute du mur de Berlin et l'effondrement du camp communiste, tout le monde s'est rué sur le modèle américain, c'est-à-dire le mode de scrutin, comme en Angleterre, majoritaire à un tour, inégalitaire, et dont les États-Unis ont besoin terriblement, parce que les États-Unis est une société quand même extrêmement individualiste, qui ont tendance à se disperser. Donc il faut qu'il y ait un axe principal qui lui permet de se ressaisir, ce qui n'est plus le cas au Japon. Le Japon a tendance à se rassembler, et quel que soit le contexte. Donc ce dont on a besoin au Japon, c'est quelque chose qui permet de dissiper et de rendre un peu plus, pour pouvoir mieux aérer, si on peut dire. Donc la soumission du Japon à l'idéologie américaine a joué un rôle extrêmement important dans les élites japonaises. Président. Merci, professeur Ogino, pour votre conférence. Je pense qu'on est un certain nombre à être surpris par donc, votre point de vue sur le Japon à la fois et l'Union européenne. Mais donc c'est un point de vue original. Moi, je voulais, selon vous, quelle est la vision des dirigeants japonais, politiques, Abe, etc., sur la situation en Europe actuellement, sur l'Union européenne, sur est-ce qu'ils ont confiance dans le futur de l'Union européenne, dans l'euro, ou est-ce qu'ils pensent comme vous que on va vers la fin de ce système un jour? En tout cas, vous savez, à propos du TPP, c'est-à-dire c'est quoi la Trans-Pacific Partnership. Oui. Là, les États-Unis ont dit non, mais c'est le Japon qui a pris la tête du peloton. Alors, j'ai l'impression que les élites japonaises sont bien prêts à faire le forcing dans cette direction-là. Et donc, récemment, il s'est passé quelque chose entre l'Europe et le Japon. Donc, ça ne les gêne pas, les élites japonaises. Et donc, vous savez, ce genre de comportement est bien marqué par une attitude inégalitaire, si on peut dire, qui a été accentuée par le basculement du mode de scrutin qui a fait élire des députés justement qui partagent une seule même idéologie. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Merci pour cette présentation, c'était très intéressant. J'ai une question, oui, enfin votre avis en tout cas, sur donc le changement de mode de scrutin en 1994. Est-ce que vous pensez que ça va se revenir vers quelque chose de plus proportionnel? Qu'est-ce qui pourrait motiver les classes dirigeantes? Parce que là, les classes dirigeantes, ça les arrange, j'imagine. Donc, Tout à qu'est-ce fait. qui pourrait provoquer un retournement de situation vers quelque chose de plus À mon adéquat? avis, si on était raisonnable, ce ne serait pas difficile de revenir au proportionnel. Mais ce qui n'est pas forcément le cas. D'autant plus que pour les élites, enfin, pour les élus qui sont à l'Assemblée, ça les arrange justement de continuer, de maintenir ce système. Et puis le basculement, enfin le changement de mode de scrutin n'a pas eu lieu sans rien, dans aucun contexte. Vous savez, là, il y a un tel contexte que ça a été accepté par tous les, à la limite, les médias, les politiques, les experts aussi. Il n'y avait pas tellement de politologues qui disaient non, qui justement sonnaient l'alarme contre ce genre de changement. Parce qu'entre autres, peut-être, parmi la grande majorité de tous ces politologues, ont fait leurs études aux États-Unis. Donc tout ce qu'ils ont vu aux États-Unis correspondait à leur image bien positive. Donc je me sens bien, j'ai l'impression que le Japon est quand même extrêmement bloqué. Ouais. Est-ce que vous avez fait la même analyse ou est-ce que vous avez essayé de faire la même analyse pour la Chine? Parce que c'est quand même un modèle tout à fait différent. C'est à la fois un modèle qui est très, très libéral économiquement, avec une structure étatique qui est très autoritaire. Est-ce qu'il y a le même type d'impétence ou d'influence? Ben, la réponse est oui. Forcément, par exemple, quand on cherche à comprendre ce qui se passe en Chine, il suffit d'aller voir ce qui s'est passé en Union soviétique. Alors, ces deux pays étaient, comment on dit là, pays amis communistes. Mais la Chine n'est pas la Russie. La Chine, c'est un pays qui a l'histoire de, je sais pas, 3000, 4000 ans, avec toutes ses expériences commerciales, industrielles, culturelles. Ce qui n'était pas le cas pour la Russie. Alors donc, dans la Chine, il y a une espèce d'esprit commercial qui est bien inscrit, bien avant comment dire, l'arrivée du capitalisme, si on peut dire. Alors donc, ils sont à la limite plus capitalistes que tous les autres capitalistes. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait justement une structure très, très forte dont on peut qualifier de communautaire. Vous savez, là, c'est un truc extrêmement centralisé, mais qui a fonctionné depuis 2000 ans au moins. Et donc, le libéralisme qui fonctionne à l'intérieur de la Chine n'est absolument pas incompatible avec la structure étatique très rigide, très massive de la Chine. Donc c'est déjà inscrit dans la structure familiale communautaire, si on peut dire. C'est-à-dire que les parents ont une autorité quand même importante vis-à-vis des enfants qui, s'ils ont des conditions favorables, ils vivent ensemble dans une seule et même maison très grande. Alors, donc former une grande famille, c'est une tradition, enfin c'est un modèle idéal, si on peut dire. Mais les gens qui sont capables de mener ce genre de vie sont quand même assez limités. Il faut qu'ils soient riches avec comment dire, un grand terrain, une grande maison, etc.
Donc il n'y a pas beaucoup de gens, beaucoup de Chinois qui étaient capables de réaliser ce rêve d'une grande famille chinoise. Et donc l'autorité est une valeur très importante dans la Chine qui explique justement la structure extrêmement autoritaire de l'État chinois. Et à l'intérieur de ça, il y a un mouvement qui est assez libre. C'est-à-dire que vous savez, la Chine est un pays qui a connu plusieurs révolutions assez régulièrement. Et les héritiers masculins vivent ensemble avec leur épouse, ensemble à côté de leurs parents. Mais une fois que le parent quitte le monde, alors les enfants se dispersent et pour créer une nouvelle famille. Donc, dans la structure familiale communautaire, il y a un moment de rassemblement et de séparation qui est inscrit bien profondément. Ce qui correspond en gros comme image un peu l'arrivée d'une révolution qui se produit assez régulièrement. Et ça ne s'éternise pas. Alors ce mécanisme s'éternise, mais la dynastie ne s'éternise pas. Au bout de 200 ans, 300 ans, il y a quelque chose qui passe, donc il faut qu'il y ait une nouvelle page qui s'ouvre. Donc c'est assez dynamique à l'intérieur d'une grande structure, mais cette structure reste très, très stable et rigide même. Merci. Qui veut le micro ? Bonjour, j'ai une petite question. Vous nous avez expliqué qu'il y avait une grande poussée aujourd'hui du taux de suicide au Japon, chose qu'on ne connaît pas, je pense, encore en France. Par contre, vous avez aussi un taux de participation qui est en chute au Japon. Est-ce que ça se traduit, comme en France par contre, par une poussée des nationalismes, ou des extrêmes, on va dire, sans parler de nationalisme, mais des extrêmes gauche ou extrêmes droite pour la France? Est-ce que vous avez cette solution politique au Japon? Vous savez, la poussée de nationalisme telle qu'on peut le constater au Japon, c'est à la fois, ça vient à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. C'est la situation internationale qui bouge et autour du Japon. Et ce que je trouve très problématique, c'est que le même type de changement nationalistique se produit non seulement au Japon, mais aussi en Corée et en Chine également. Donc cette zone dans son ensemble est en train de bouger. Et puis, à côté de ça, il y a toujours la présence des États-Unis qui mène quand même une politique assez marquante. Et depuis ces 20-30 dernières années, ils sont quand même engagés dans des guerres partout, en Irak, en Libye, en Afghanistan, en Syrie, etc. Donc là, la situation internationale est en train de passer à une nouvelle étape, j'ai l'impression. C'est par rapport à ça que le mouvement nationaliste au Japon s'est fait réactiver avec justement le gouvernement actuel, par exemple. Mais ça ne date pas du tout de ce mouvement, du gouvernement actuel. Ça date, à mon avis, justement du début du XXIe siècle, avec le gouvernement Koizumi, et ensuite, ce n'est pas des choses avec des îles litigieuses entre la Chine et même entre la Chine et le Japon, et entre la Corée et le Japon. Donc tout ça, c'est lié justement à une région qui est marquée
par un certain type de structure familiale autoritaire, si on peut dire, autoritaire. Mais à propos du fait que les choses bougent, effectivement, il y a quelque chose qui m'a marqué à propos de ce qui se passe en Europe, la Catalogne. C'est une région de la structure familiale souche qui a tendance à se replier sur lui-même, comme au Japon, comme en Allemagne, etc. Mais d'un point de vue économique, ils sont capables de faire quelque chose de très, très marquant. Leur performance est quand même assez remarquable. Mais c'est justement pour ça qu'il arrive à se faire une idée qu'ils ont vraiment intérêt à se séparer de l'Espagne, enfin d'un cadre national, pour faire partie de l'Union européenne. Alors ce genre de mouvement de séparatistes qui cherchent à se joindre à un autre système beaucoup plus grand, et ça se passe en ce moment en Europe un peu par-ci par-là. Donc tout ça aussi, c'est un peu l'effet de la globalisation, si on peut dire, qui consistait à un peu rendre moins solides les cadres États-nations de telle région, de tel autre. Donc un cas de figure qui se trouve au Japon est un cas parmi d'autres qui représente justement un peu une nouvelle étape de la situation internationale d'aujourd'hui. Merci pour la conférence. Est-ce que vous pensez que, si j'ai bien compris, en fait, vous dites que la famille souche a des valeurs très traditionnalistes. Je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, le modèle néolibéral impulsé par l'Angleterre et les États-Unis, peut-être au Japon et dans l'Union européenne, est-ce que vous pensez en fait que c'est ce côté très traditionnaliste du Japon et de l'Allemagne, enfin l'UE dirigée par l'Allemagne, en fait, qui les conduit à continuer ce modèle alors que en fait les initiateurs sont en train d'en sortir, en fait, que ce soit par le Brexit ou par on voit une montée du protectionnisme aux États-Unis. Et alors que l'UE et le Japon ont l'air de continuer un peu sur leur trajectoire, ce qui tranche avec leur histoire très étatique, justement, très bismarckienne, où la construction de l'État japonais, en fait, très centralisé, très fort, en fait, et de prendre un modèle complètement opposé et de continuer comme ça, en fait. Je trouve ça intéressant. Effectivement, en ce qui concerne le Japon surtout, et vous savez ce qu'on a constaté avant la Deuxième Guerre mondiale. Le problème du régime de l'époque, c'était qu'une fois les choses se produisent, on ne pouvait plus les arrêter. Donc il fallait continuer justement, il fallait suivre le chemin ouvert par les événements qui sont produits. Alors, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est lié au fait que dans la structure familiale souche, il n'y a pas tellement de dimensions qui permettent de critiquer justement les autorités. C'est une soumission qui est inscrite en gros dans l'ordre établi. Ce qui est le cas pour l'Union européenne aussi. C'est l'Allemagne qui dirige maintenant l'Union européenne. Et il y a un basculement de la nature de la construction européenne. Avant, c'était des pays, plutôt la France, plutôt libérales, qui ont ouvert la marche. Mais maintenant, c'est l'Allemagne qui dirige. Et donc, il y a un basculement souche
qui s'est produit dans le contexte européen. Donc il n'y a plus rien à arrêter, j'ai l'impression. Alors même en France, si vous voulez, les zones qui ont soutenu l'européiste étaient des zones inégalitaires, souches. Donc ça correspond un peu à ce qui vient justement de l'Allemagne. Donc comme ça, l'ensemble de l'Europe est géré d'une certaine manière qui fait penser à la famille, au caractère de la famille souche. Donc une fois c'est démarré, il est vraiment difficile de s'arrêter. C'est ça le problème de la situation actuelle, j'ai l'impression. C'est entre autres pour ça que j'insiste sur l'affinité entre ce qui se passe dans l'Union européenne et le Japon. Y a-t-il une dernière question peut-être ? S'il n'y en a pas, nous allons conclure et je vous propose d'applaudir et de remercier le professeur Auguineau. Merci beaucoup.